Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de boîtes sur lesquelles un homme barbu aux cheveux blancs regarde au loin une montagne avec un art mystérieux, bienvenue dans cette Trick Track TV, où nous allons tenter de jouer à Méduris, sous-titré L'Appel des Dieux. C'est un jeu, comme ça on ne s'en rend pas bien compte parce que la boîte n'est pas jaune, mais c'est un jeu à bas. C'est écrit en rouge, ici, en bas, à droite. Nouvelle collection. Nouvelle collection. Et les deux personnes qui sont assises avec moi à cette table pour en parler sont des gens qui travaillent un peu plus ou moins pour ABBA. On va commencer par Monsieur François. Comment ça va, Monsieur François? Ça va bien. Ouais, au taquet. Au taquet. Et je crois qu'il y a une nouvelle personne que je n'avais quasiment jamais vue jusque-là, qui est Monsieur Simon. Tout à fait. Mais qui est-il? C'est moi. Bonjour. Tu bosses aussi pour ABBA sur les Oui, manifestations, ça, démonstrations de jeux, c'est ça? les salons, salons, festivals. Je présente les jeux, je les fais jouer. Ok, là tu es venu juste jouer parce que c'est François qui va s'y coller, c'est ça? Exactement. Peut-être tu feras des rappels à l'ordre quand tu l'oublieras de me raconter quelques points de règles. Parce que c'est la spécialité des gens qui sont là, surtout avec ce genre de jeu. Ils m'expliquent que la moitié des règles, comme ça après ils me la mettent profond. J'avais oublié. Pendant la partie, j'ai oublié un point, quand tu fais ça, tu as perdu. Ah d'accord. Ce jeu que j'ai là est un jeu évidemment un peu plus costaud que d'habitude, d'où le fait que ce soit pas jaune, parce que jaune c'est pour les enfants. Et depuis un an ou deux, ABBA fait des jeux un peu plus pour joueurs. Et celui-là, je crois avoir deviné que c'est le plus gros du lourd qui a jamais été fait par ABBA. C'est ça. C'est ça. Exactement. Stéphane Dora, c'est pas un inconnu, et Ralph zur Linde, qui n'est pas un inconnu, mais quand même un peu. C'est ça? Voilà, un binôme avec un qui est plus connu. Méduris, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 75 minutes et c'est illustré par Monsieur Miguel Coimbra. C'est bien ça? Exactement. Alors on va regarder là, j'ai ici là sur la déportée un petit truc. C'est une espèce de genre de petit diagramme qui nous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qu'on va trouver dans la boîte. Et on peut voir qu'au niveau exigence, c'est au taquet. Qu'au niveau facilité, ça ne l'est pas du tout. On ne ment pas. Hein. Beaucoup de potentiel, beaucoup de tactique, très peu de chance. C'est pas mal cette petite étoile. Ça présente bien, ouais. C'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Ok. Cette boîte, j'en ai pas besoin. Je vais la poser par devers moi. On a tout ce qu'il nous faut. On va montrer la tranche de la règle, parce que je crois qu'un travail a été particulièrement réfléchi pour la présentation de la règle. Ça a été, tu me disais, ça a été Au cœur et indigo. Au cœur et indigo. Je ne sais pas qui sont ces gens. Voilà, mais ils ont conçu la règle et la mise en page. On va regarder donc à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des petits onglets là. Voilà, donc c'est bien illustré. Attends, je vais te foutre le bordel sur ta présentation. Là, je vais la poser, ça sera plus facile. C'est aéré. Il y a des petites zones comme ça où on explique des trucs. Hop. Là, on n'a pas l'impression d'être noyé sous les informations qu'on pouvait, l'être il y a 10 ans. Avec et puis, du contenu. Il y a des exemples de tours, des machins surlignés, des petites flèches qui amènent à des points. C'est agréable et clair à lire. Ouais. On a une foire aux questions, au cas où un petit détail qu'on n'aurait pas vu. Un récapitulatif des règles et à nouveau, derrière, on verra tout à l'heure, un condensé encore derrière nos écrans. Attends, il y a Germain qui zoome. Ouais. Bah, je serais curieux de voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas lu du tout, donc je ne sais pas. Je regarderai après la partie pour voir si ça fonctionne bien. Donc on a vu des pions, des meeples, des dés. Voilà, ça permet de bien découvrir la règle et si au besoin on a besoin de s'y référer, d'aller retrouver rapidement l'information. Ok. J'en ai pas besoin, tu la connais par cœur? Oui, tout bon. Je la pose par derrière moi ici. Et j'ai envie de dire François, comment cela fonctionne dans le dong s'il te plaît ce jeu? Alors, tout d'abord, on va jouer, j'ai installé le plateau du côté 2 et 3 joueurs. On a l'information qui est placée ici, donc on a mis en place, puisqu'on est 3, et information importante puisque le jeu s'adapte parfaitement, quel que soit le nombre de joueurs, à 2, à 3 ou à 4. Okay. On pourrait faire une parenthèse avec Small World qui a ces fameux plateaux. Là, c'est le cas aussi, les rectos et le verso s'adaptent au nombre de joueurs. On a chacun, en fait, on dispose d'un écran qui, effectivement, ce petit paravent va vous permettre d'avoir le rappel des règles du tour. Voilà, on reviendra là-dessus. On dispose chacun de pions qui sont ici, nos huttes et nos temples, puisque nous allons… Les pions, c'est ça? Voilà, c'est ça, 2 types de pions pour les joueurs. Voilà, les temples tout d'abord. Et puis les huttes, ici. Voilà, en fonction du nombre de joueurs, on a le nombre de pièces qu'il nous faut. Des huttes et des temples, puisque nous allons jouer en fait les membres d'un clan. On a choisi de s'installer dans cette vallée verdoyante au pied du mont Méduris, le nom du jeu. Et on va y croiser d'autres peuples et s'installer, fonder des villages, d'où nos différentes pièces. En début de partie, je vais les placer pour nous, quand on jouera tout à l'heure en vrai. Vous pourrez choisir le placement de vos pièces, qui sont en fait ici nos ouvriers. On est dans un jeu de gestion de ressources. Et ils se montent sur les épaules. Sur le plateau, il y a différentes zones dans lesquelles on va pouvoir s'installer. Hop, mettons que nous ayons choisi ça en début de partie. Et vous voyez qu'effectivement, au milieu de la vallée, on pourra se fournir en laine, en cuivre là-bas, en pierre, et puis en bois, qui sont les ressources avec lesquelles on va pouvoir se développer.
Des ressources qu'on pourra cacher dans notre écran. Pour l'instant, on a commencé avec chacun 4 ressources ici. Pour l'instant, ce n'est pas très important, mais au fur et à mesure, ça va être utile de savoir un petit peu qui a quoi, voire d'organiser un petit peu des blocages sur certaines ressources. De la pénurie. Oh oui, on va pouvoir jouer avec ça. On va pouvoir commencer, enfin, admettons qu'on ait passé donc la phase de placement de nos ouvriers qui sont installés donc chacun devant leur réserve correspondante. On va pouvoir entamer notre tour de jeu. Derrière l'écran est indiqué tout ce dont on a besoin de se rappeler pour pouvoir y jouer. Première action du tour, eh bien, les joueurs vont devoir essayer de récupérer un peu plus de ces fameuses ressources. Mon tour commencera par un jet de dés. Là, en l'occurrence, je tombe sur du vert, ce qui indique que toute la zone de bois est activée. Les joueurs correspondants qui sont placés donc, dans la zone vont pouvoir en récupérer, en commençant toujours par celui qui est en haut. Il y a un plus grand là-haut, juste pour se rappeler, sur le dé, voilà, on a une décroissance. Celui qui est tout en haut peut se servir, puis s'il y a d'autres joueurs en dessous, ils pourront se servir aussi. Pour l'instant, ça n'a aucune importance, mais effectivement, quand il n'y aura plus forcément, plus suffisamment de ressources dans la réserve, certains pourraient se servir avant d'autres. Là, en l'occurrence, violet et vert, tous les deux, même si c'était mon tour, vous seriez amené à vous récupérer des ressources pour les cacher derrière votre écran. Autre action possible qu'on peut voir sur le dé, plus 1, il y a des années d'abondance, chacun pourra se servir de la ressource qu'il veut, ou encore, de l'autre côté, moins 1, des pertes dans les greniers, vous perdrez une ressource de votre choix que vous prendrez à votre écran pour la remettre sur le plateau de jeu. Une fois que cette action obligatoire a été faite, les joueurs ont le choix parmi 3 actions. Vous voyez à nouveau derrière l'écran, les 3 là qui sont les unes au-dessus des autres. La première action pourrait être celle en fait d'une grande récolte. Je vais pouvoir déplacer l'un de mes ouvriers, c'est-à-dire je dois forcément partir d'un lieu pour aller dans un autre pour activer toute la région. Je suis rouge, je peux décider d'aller me déplacer là-bas parce que moi aussi je veux récupérer du bois alors que vous en avez déjà eu. Et on va cette fois-ci récupérer selon la règle suivante, celui qui est tout en haut en prendra 3, celui qui est au milieu en prendrait 2, celui qui est tout en bas en prendra 1. Okay. Donc, de la même manière, on pourra se servir, mais plus de gains pour celui qui vient d'arriver, même s'il permet potentiellement aux autres d'en récupérer. Et il y a des hauteurs maximales, non? 3, effectivement. Ouais. On aurait aussi pu être dans ce cas-là, c'est-à-dire je peux arriver ici, j'ai déjà un pion. C'est 3 maximales. Hein? C'est 3 maximum, de toute manière, c'est la capacité de travail dans les carrières. T'en prends 3, t'en prends 2, t'en reprends 1. Voilà, exactement. Mais dans l'ordre, voilà, un joueur peut récupérer plusieurs fois. Chaque personnage attribue à son joueur et puis on correspond. Deuxième manière donc de gagner ces fameuses ressources. Si je dispose donc de ressources, eh bien je peux construire. C'est les 2 actions suivantes possibles. Je vais pouvoir construire une hutte, c'est-à-dire placer l'un de mes pions sur l'un des emplacements, les zones de chantier que vous voyez tout autour de la plaine. Si je m'installe ici, est indiqué juste devant moi 2 ressources qui vont c'est ce qui m'est demandé en fait pour pouvoir m'y installer. Là, on me demande de la laine et du cuivre. Il va falloir que je dépense ces pions correspondants. Jusque-là, très simple. Sauf que ça, c'est la règle si vous êtes tout seul. C'est-à-dire que si j'ai déjà un voisin, je reprends mon pion, quelqu'un, imaginons, est déjà installé ici. Si je veux me mettre ici, ça forme désormais un village de 2, ça me coûtera 2 cuivres et 2 laines pour m'installer ici. Plus le village va être conséquent, plus le coût va être élevé pour les joueurs. Donc j'imagine qu'il n'y a qu'une place, on ne peut pas être plusieurs. Voilà, chaque emplacement sera pour un pion. Je refais mon exemple, un autre cas, là vous avez chacun construit vos constructions pas chères, chacun de votre côté. Si je m'installe ici, je fusionne le tout en un seul village de 3, ça me coûterait 3 laines, 3 cuivres. Certes, ça va être de plus en plus cher, mais on est dans une époque où plaire aux dieux est une chose importante. Et plus vos villages seront conséquents, plus tout à l'heure vous allez en avoir potentiellement le bénéfice. Juste vite fait, qu'est-ce qui sépare le village? J'imagine que ça, c'est un village, ça, c'en est un autre. Non, ça c'est les régions. Je vais vous parler des régions après, mais effectivement, s'il y avait quelqu'un là, ici, nous sommes membres d'un village de 4. D'accord. Voilà, c'est juste le fait d'être adjacent. À un moment donné, ça peut même devenir hors de prix. Ce qui va créer des séparations entre les villages, puisque de toute manière, il n'y a que 16 ressources de chaque dans le jeu. À un moment donné, de toute manière, c'est impossible de payer tout ça. Donc les villages vont se séparer soit par des trous, un emplacement simplement inoccupé, soit à un moment donné, les joueurs vont commencer à s'intéresser à placer leur temple. Premier intérêt du temple, c'est de ne coûter déjà que ce qui est indiqué devant. Quoi qu'il y ait à droite ou à gauche. Uniquement, quel que soit qu'il y ait des voisins ou non. Donc ça va servir aussi, vous allez voir dans le jeu, à séparer les villages les uns des autres. À un moment donné, on va avoir des villages de 3, 4, 5. S'il y a des gens très dépensiers, peut-être on montera au-dessus. Ça fait quand même, ça commence à, ça fait 10 ressources en fait, un village de 5, 10 ressources. Plus que ça, parce que c'est 5 de l'un, 5 de l'autre. Voilà, 10 ressources en tout dessus. Et donc, à un moment donné, les temples vont devenir intéressants à placer, puisque l'objectif de la partie étant de tout poser, ces pièces pourront aller s'installer dans des zones où on ne pouvait plus mettre de hutte. C'est donc effectivement notre deuxième action qu'on a vue là. Que vous ayez construit une hutte ou un temple, eh bien,
le fait de construire va agir sur le druide, qui pour l'instant est en haut de sa montagne, et qui à chaque construction va se déplacer. C'est ce qui nous est indiqué de chaque côté. Que ce soit pour la construction d'une hutte ou d'un temple. On revient sur les pierres après. La première construction, il ne fera que commencer à descendre sa montagne. Les 3 premières cases qu'on voit symbolisent son parcours. Et donc les 3 premières constructions, il se retrouverait ici. À partir du moment où un joueur, ton vert, s'installe là-bas, donc la 4e construction, il va en fait se rendre devant la première hutte qu'il rencontre. D'accord. Quel que soit le joueur, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que même si vert a construit là-bas, rouge ici, va être sollicité par le druide. Le druide vient vous réclamer des offrandes pour les dieux. C'est le moyen d'obtenir les faveurs des dieux pour que votre civilisation dessus. Et donc, effectivement, pour avoir le bénéfice de vos constructions, il faut aussi disposer des ressources nécessaires au bon moment, au moment où le druide vient vous les réclamer. Il y a cette double utilisation des ressources qu'il va falloir prendre en compte. On pourrait parfaitement très bien construire durant toute la partie, mais si au moment où le druide passe par chez vous, vous n'avez pas d'offrande à lui faire, vous n'en aurez pas les points de victoire, symboliquement les faveurs accordées par les dieux. Il se présente donc devant vous et on va découvrir là le premier moyen de gagner des points de victoire. Voilà, deuxième partie centrale du plateau, de l'écran, comment marquer des points. Eh bien, si le druide se présente en fait devant vous, si vous lui donnez une ressource, une des 2 inscrites devant votre maison, vous gagnerez un point de faveur. C'est où ça? C'est cette partie-là. Voilà, si je vous donne une seule ressource, je reviens dessus après. Si vous lui donnez les 2 ressources, les 2 qui sont inscrites devant votre hutte, vous gagnerez autant de points de victoire que la taille du village. D'où l'intérêt d'être présent dans des villages conséquents. Voilà. Début de partie, s'il se présente devant votre hutte seul, aucun intérêt à lui donner de ressources, de toute manière, vous ne donnerez qu'un point de victoire. Et que si vous n'en avez pas les moyens, ou encore si vous choisissez de ne pas répondre à sa demande, vous pouvez tout à fait, vous auriez moins un point de victoire. On peut tout à fait se garder ces ressources pour une autre offrande plus éloignée qui serait plus intéressante. C'était donc la première manière principale de gagner des points de victoire. Deuxième manière, on a sur le plateau des petits emplacements qu'on a installés au hasard du moment qu'on a au moins 3 cases d'écart entre chaque, qui vont donner aux joueurs des possibilités spéciales, ou en tout cas en début de partie. Et sur certaines d'entre elles est inscrit 2, si le premier à s'installer là-bas marquera 2 points de victoire. Vous verrez, ça c'est pour l'équilibre du jeu. Le premier à jouer, vous verrez, on a vu que notre système de ressources va se placer en bas, très légèrement moins intéressant que les autres, même s'il pourra rapidement bouger. Et pour équilibrer ça, il va tout de suite avoir le choix de récupérer des zones plus avantageuses. On a une deuxième option dans ces lieux de construction spécifiques, comme ici, il y a une tuile qui nous permet de ne pas payer le coût de construction. Ça va sûrement être consommé au début, il y a sûrement très peu de chances qu'on se retrouve avec un cas comme celui-ci où quelqu'un aurait laissé ça libre pour pouvoir s'y installer. Voilà. À utiliser par les joueurs sans payer. Donc pour s'installer. Quand tu là-dessus, ça tu le récupères et tu le joues à un autre moment ou Non, c'est immédiatement. Je pose ma hutte, mais je ne paye pas le coût de construction indiqué. Dernière possibilité, s'installer sur ces zones ici où on voit le portrait là, de notre druide. Ça, je le garderai avec ma hutte dessus. Et plus tard, quand le druide se présente chez moi, je peux lui donner, répondre à ses offrandes ou pas, comme d'habitude, ou choisir de dépenser ça. Ça, c'est le fait d'être sûr de pouvoir répondre à une offrande plus tard dans la partie. Ça comble les besoins, les 2 ressources nécessaires. De toute façon, il va aller de hutte en hutte. Il va aller de hutte en hutte par village. C'est-à-dire que la première fois qu'il est venu ici, il sollicite rouge, puis vert, puis rouge, puis violet. Puis un autre joueur pourra jouer. Et s'il y a une autre construction… Ah oui, il se tape toute la lignée. Toute la lignée, voilà. On le gère là, vas-y, paye. Si jamais quelqu'un fait un truc qui avance… Voilà. Et là, il irait exactement là-bas. Au moment où quelqu'un construirait, mettons ici, à ce moment-là, s'il a fini le village, il irait là-bas. Là, il s'arrêtera à une seule hutte, puisque le village ne fait qu'une hutte. Il va circuler régulièrement. Dernière manière de marquer des points de victoire, eh bien les fameuses runes. Vous voyez, sur le côté de la table, on a posé ces pierres runiques, on est dans un univers druidique, et on a ces mêmes marques sur les sols et sur des monuments, des pierres sacrées on va prendre le temps de montrer avec le doigt. À côté. Ici, par exemple. Là, j'en ai ici, et on retrouve à chaque fois la correspondance sur le chemin. En fait, on a comme des régions dans notre… partie en fait de la vallée qui correspondent à une forme en fait runique, c'est-à-dire que sur le plateau vous avez les mêmes placements, je sais quand je me place si je suis installé dans cette région-là ou celle-ci au moment du placement de mon pion. Quand je construis une hutte dans cette région, eh bien je vais récupérer la pierre correspondante. Là j'aurai le droit de prendre celle-ci, cette pierre runique s'installe devant chez moi et je peux en collecter plusieurs d'entre elles. L'intérêt de ces runes, c'est de pouvoir marquer des points de victoire, puisque au fur et à mesure que notre druide se déplace, et on l'a vu, il peut se déplacer assez vite, à chaque fois qu'il passera cette grande rivière qui est ici, dans laquelle sont inscrites les runes, je marquerai un point de victoire pour chacune d'entre elles. Certes, un petit point, mais cumulé avec les pierres et à chaque passage, ça fera une belle partie de notre score. J'en vois qu'une de ce type-là, c'est-à-dire que le prochain qui s'installe, il te la prend. Exactement, c'est le dernier arrivé. Et ce qui va en fait
orienter les joueurs sur leur choix de position. Quand je construis, je peux construire partout sur le plateau. Qu'est-ce qui m'intéresse? Soit un endroit pas cher, on l'a vu un peu tout à l'heure, voilà. Soit effectivement un lieu qui va me permettre de récupérer une rune ou de consolider le fait que la rune reste chez moi définitivement. Soit toute la zone est occupée et on sait qui garde cette pierre. C'est le dernier installé, la récupérera. Okay. Les zones sont devenues un peu inconstructibles et on pense qu'elle va rester là. On aura noté tout à l'heure que seule la construction d'une hutte permet de récupérer les pierres. Les temples ne font que séparer par la suite. La partie va s'arrêter dès que l'un de nous, en fait, va construire l'ensemble, reposer toutes ces pièces, c'est-à-dire toutes ces huttes et tous ces temples sur le plateau. Donc à surveiller un peu ce qui se passe autour de la table, ça vous donne une idée d'où on en est. Quel que soit le nombre de joueurs, on part avec la même chose? On est sauf c'est dans le mode 2 joueurs que vous auriez plus d'ouvriers et plus de pièces chacun pour équilibrer le système. On a donc nos 8 huttes et nos 2 temples à poser. Elles doivent rester visibles parce que ça donne aux joueurs une information de l'urgence ou non d'agir dans le jeu. À ce moment-là, si je finis, vous jouerez encore une dernière fois, une dernière possibilité pour pouvoir construire, agir, autre. Et c'est important. Hein. Le joueur qui pose sa dernière construction, on rejoue jusqu'à lui, peu importe qui a commencé la partie. Voilà. Tu sais, il y a des jeux, on rejoue pour être tous pareils, sur le premier. Voilà, je vous annonce que c'est un dernier tour. Voilà. Il rejoue, je rejoue et c'est terminé. Voilà, si c'est lui qui annonce le dernier tour, je joue, tu rejoues et c'est terminé. Voilà. Ok, c'est pas le tour jusqu'au dernier. Ok, d'accord. Okay. À ce moment-là aura lieu le décompte final. On utilisera le dé, qui s'est caché à l'écran. On placera le dé juste à côté de la dernière hutte, là où était présent le druide, puisqu'il va faire un tour complet et solliciter à nouveau tous les joueurs. C'est le moment où on aura les villages les plus conséquents. Ah oui, là, il faut s'y préparer, il faut faire un peu l'écureuil. En fin de partie, il faut avoir des stocks. Ça va coûter cher parce qu'on a 8 huttes à repayer derrière, c'est ça? À choisir. En tout cas, on choisira celles pour lesquelles on veut faire les offrandes. On peut perdre quelques points pour être sûr de gagner pour les plus importantes. À ce moment-là, les temples vous rapporteront des points de victoire pour la taille des 2 villages adjacents. J'ai un temple placé ici à côté de 2 villages, un de 3, un de 2. Ce temple me rapporte 5 points de victoire. Donc, ils nous ont servi à séparer les villages les uns des autres et en fin de partie rapporteront aussi des points. Dernière chose, les pierres, les runes nous rapporteront à nouveau, mais cette fois-ci de manière exponentielle. La première rapportera un point de victoire, deuxième 2 points, troisième 3 points, ainsi de suite. Donc la bagarre sur les runes et le placement va être importante. Surtout quand tu n'as jamais joué, que tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Là, je pense que vous avez déjà joué tous les deux, bien sûr. Quelques parties. Et oui, voilà. Et là, moi, je vais partir un peu à l'aveugle. Bon, je crois à peu près avoir tout capté de comment ça marche. Vas-y, Simon a un truc à dire. Le point de règle que je savais qu'elle il ne dirait pas. Tu l'as dans tes faces quand? Le 3 points, bien vu. À tout moment, on peut échanger le 3 à 3 contre 1. Quand je dois répondre, je veux construire, je n'ai pas la ressource, je dois donner au druide, je n'ai pas la ressource, je peux dépenser 3 ressources, n'importe laquelle d'entre elles, mais souple. De bois, une pierre, ça fait une laine. Ok, voilà. D'accord, ça fait cher, mais bon. C'est une éventualité importante à connaître. Ok, en moins de 18 minutes, tu m'as expliqué toutes les règles, parce que comme on a dit bonjour, tout ça, c'est-à-dire que le jeu s'explique en 14 ou 15 minutes, mais je pense qu'il faut au moins une petite partie pour se vautrer la gueule, décryptage, et une deuxième pour un peu mieux jouer, et c'est ça l'idée. Donc je me prépare déjà à la défaite. C'était l'explication de Méduris, de Stephen Dora et Ralph Zurlinde, l'appel des dieux. Méduris, l'appel des dieux. C'est bien de mettre un sous-titre parce que quand comme moi tu as une petite mémoire, Méduris, l'appel des dieux. Un jeu ABBA, 2-4, à partir de 10 ans, 75 minutes, on est dans... C'est pas vraiment du gros lourd, hein, il n'y a pas grand chose à faire en fait avec 2-3 actions, mais c'est vrai que ça doit faire un peu mal à la tête. Le diagnostic de placement. Voilà, c'est ça, un jeu d'opportuniste, tout ça. On va voir ce que ça donne dans la Trick Track TV suivante. Hein, faisons une partie. Ou en tout cas, il y a peut-être des gens qui vont directement voir la vidéo, voir les explications après. Donc vous faites ça, vous consommez ça dans l'ordre que vous voulez. Mais en tout cas, nous maintenant, on va les jouer, voir si j'ai bien tout compris. Merci Simon. Merci François. Simon se frotte les mains. mais où tu crois que t'es donc? Je commence à pas l'aimer beaucoup. Faut on va s'allier un peu. Ah bah écoute, t'avais qu'à pas te frotter les mains. C'est parti, nous allons regarder ces caméras droit dans l'objectif et dire tous ensemble Generate.